Bonjour. Vous ne l'ignorez pas, mais il y a beaucoup de changements dans le monde aujourd'hui. Par exemple, en Europe, on assiste à la première guerre majeure depuis la Seconde Guerre mondiale, donc il y a 70 ans, avec la guerre en Ukraine. Au Moyen-Orient, on peut voir notamment une cristallisation des tensions entre le bloc pro-iranien et le bloc pro-saoudi. En Asie, on voit qu'on commence à avoir peur d'une attaque potentielle de la Chine sur Taïwan, tandis qu'aux US, il y a peut-être des annonces de guerre civile avec les deux camps politiques qui annoncent déjà refuser le résultat de l'élection qui va venir. On est en 2024. Et donc tous ces pays sont en train effectivement de subir des changements majeurs, tous ces continents, et il semblerait pourtant qu'il y ait un continent qui ne soit touché par aucun changement, c'est l'Antarctique. Et pourtant, je pense que justement l'Antarctique va peut-être être au cœur justement d'un grand changement qui va affecter l'ensemble de tous les autres continents. Et donc, qu'est-ce que c'est l'Antarctique? Alors l'Antarctique, c'est une zone en bas de la Terre où il n'y a absolument aucune population humaine à part les gens qui y travaillent, c'est-à-dire les chercheurs. Et ça, c'est pour une bonne raison. Donc ça vient du fait que ça vient de la post-Seconde Guerre mondiale où justement il y a eu un essai de créer un ordre international où la loi du plus fort ne se ferait justement pas la loi de l'Antarctique. Et alors, comment ça s'est appliqué? Alors, il y a eu un traité en 1959 et il y a effectivement un exemple de coopération puisque par exemple l'Afrique du Sud, on a les États-Unis, les pays européens qui se sont mis d'accord, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui se sont mis d'accord justement pour que l'Australie soit un endroit plutôt neutre avec des zones bien définies. Donc on a des zones d'influence française, américaine, et que chacun ait sa zone, mais qu'il y ait des règles internationales à respecter. Et alors, tout ça c'était très bien, et la plupart des pays ont signé leur accord. Pourquoi? Pour pouvoir dire que justement justifier que les autres pays reconnaissent leurs revendications en Antarctique, et aussi un petit peu parce que tout le monde s'en fout de l'Antarctique. C'était sûrement symbolique. C'était surtout symbolique. On a par exemple les soviétiques qui vont nommer un endroit le plateau soviétique. On va avoir les puissances sud-américaines comme l'Argentine et le Chili qui vont faire un concours de bébés donc ils vont envoyer des gens sur la partie qu'ils réclament pour faire des bébés, pour pouvoir dire qu'ils sont effectivement qu'ils ont des habitants nés en Antarctique. Et donc on a toute une série de bébés chiliens et argentins qui sont nés en Antarctique pour cette raison. Mais il faut savoir que c'est du leurre. En réalité, ça reste des bases de chercheurs. Et même si l'Argentine, par exemple, dit que son territoire antarctique est une région, est une prolongation en réalité de la région argentine qui touche l'Antarctique, ce n'est pas forcément vrai et c'est plus du baratinage. Mais donc on a tous ces pays qui vont faire des choses un peu démesurées afin de montrer précisément que l'Antarctique leur appartient. Et jusque-là, c'est surtout histoire de frimer, parce que on ne sait pas encore ce qu'il y a en Antarctique. Et alors, jusqu'en 1988, de plus en plus, l'intérêt de l'Antarctique se fait connaître. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le monde arabe, il y a la crise pétrolière qui sera après renouvelée au moment de la révolution des chiites islamiques en Iran, qui va faire monter le cours du pétrole. Et donc, là, c'est la course et il faut se rappeler qu'à l'époque, l'URSS est un ennemi mortel des US qui n'exporterait pas non plus son pétrole. On se retrouve donc
avec une énorme pénurie de pétrole que les puissances occidentales essayent de résoudre. Et donc elles vont aller envoyer des bateaux un peu partout dans le monde pour trouver des réserves. Et donc il faut savoir qu'en même temps, on va envoyer des équipes de géologues un peu partout en Antarctique pour voir s'il y a des minéraux. Et donc, le tout combiné, ça fait qu'en réalité, on trouve beaucoup de choses. On trouve des réserves de pétrole, on trouve des réserves de minéraux, des minéraux très essentiels pour la production mondiale. Et donc, on réalise, l'Antarctique a beaucoup de ressources. Et là, tout à coup, les vieux accords de on s'entend, de toute façon, on s'en fout un petit peu, là, ça commence à changer. À partir de cette époque, les grandes puissances, elles sont obligées de faire plusieurs conventions les unes à la suite des autres, dont la convention Gramra, qui est là justement non pas pour empêcher les grandes puissances de prendre les ressources antarctiques, mais au contraire pour les encadrer et faire que tout cela se passe bien. Et donc il y a justement des protocoles qui sont établis, on a des droits de mine, et tout à coup, c'est comme si on était à l'aube d'une nouvelle ère où l'Antarctique allait finalement être colonisée. Le problème, c'est qu'il y a, enfin, le problème pour les gens qui supportent le Gramra, c'est qu'il y a deux pays qui refusent de le signer, et ce sont des pays qui sont des joueurs majeurs dans le continent antarctique, c'est la France et l'Australie. Et donc, sans le support de ces deux puissances, les accords Gramra existent assez peu. Et en plus, des activistes comme Greenpeace, des organisations non gouvernementales, arrivent à faire plier les quelques puissances occidentales qui restent pour ces conventions. Et donc, à la place, on signe un traité de protection de l'environnement qui, justement, interdit toute forme de mine en Australie, toute forme d'exploitation, et qui la considère comme une réserve naturelle. Ainsi, l'Antarctique reste une zone habitée, une réserve naturelle comme une autre, et elle est intouchée jusqu'à aujourd'hui. Donc on continue d'avoir des bases, mais globalement, l'Antarctique comme frontière ne s'est jamais matérialisée. Et pourtant, il y a eu un dénouement. Donc en 2020, les Russes, donc à partir des années 2020, les Russes ont commencé à justement faire des recherches en Antarctique pour trouver des minerais, du pétrole. Et ce qu'une compagnie privée russe a trouvé dans son bateau, c'est des réserves énormes de pétrole qui seraient possiblement plus grosses que celles du Qatar ou voire de l'Arabie Saoudite. C'est assez discutable, mais en tout cas, ce qui n'est à peu près ce qui est sûr, c'est qu'il y a des réserves énormes de pétrole. Et donc ça, qu'est-ce que ça implique ça, comme les découvertes avant 1988 avait changé la donne, et bien là on a la découverte de nouveaux intérêts, parce qu'en effet ça n'a rien à voir avec ce qu'on pensait qu'il y avait avant sous le sol antarctique, et donc on pourrait voir un vrai changement. Alors là, il y a tous les journaux qui ont sauté sur l'histoire en disant ça y est, la colonisation de l'Antarctique a commencé. Et le problème, c'est que c'est un peu du sensationnalisme, mais en même temps, pas tout à fait. Pourquoi? Alors, le problème, c'est que déjà tout ce pétrole, il est sous des couches de glace, il est à un endroit où on a zéro infrastructure. Il faudrait justement construire toute l'infrastructure. L'Antarctique, il y a un énorme mur de glace à passer. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'on est très très loin. Les deux pays les plus proches, c'est, si je ne me trompe pas, l'Afrique du Sud et l'Argentine, et qui restent à des milliers de kilomètres.
on est globalement sur une zone isolée où personne n'a envie d'aller vivre, donc il faudra payer les travailleurs très cher, de l'infrastructure très chère, développer des nouvelles technologies. Bref, il y a énormément de challenges qui empêchent une exploitation commerciale du pétrole. Alors, donc, là, vous allez me dire, bon, ben, l'Antarctique va rester une zone non touchée. Et on serait dans le monde des années 2000, je serais d'accord à 100%, mais dans un monde comme le nôtre, où on est en train de voir une démondialisation, une fragmentation des blocs économiques, en effet, on peut voir que de plus en plus, il y a des blocs économiques. Par exemple, la Russie s'est séparée complètement des économies occidentales. La Chine, si elle envahit Taïwan, pourrait aussi bien le faire, et elle est déjà en train de le faire, puisqu'on peut voir avec la guerre des tarifs, par exemple, qu'il y a eu entre les États-Unis et la Chine, que la Chine a tendance à commercer de plus en plus avec ses alliés locaux et de moins en moins avec les Occidentaux, et que c'est la même chose aux États-Unis, où par exemple le Mexique est devenu un plus gros partenaire que la Chine. Tandis qu'en Europe, le centre de gravité est en Allemagne. Mais donc on est dans ce monde fragmenté, et dans ce monde fragmenté, en effet, la sécurité bat la profitabilité. Par exemple, je prends un exemple. Par exemple, c'est beaucoup moins cher aujourd'hui d'acheter nos microprocesseurs à Taïwan. Et dans le monde des années 2000, un pays qui essayerait de faire ses propres microprocesseurs au lieu de les acheter à Taïwan, eh bien en tout cas sur le court terme, il serait perdant. Pourquoi? Parce qu'il aurait beaucoup de mal à être compétitif, et parce que sa main-d'œuvre coûterait plus cher. Ou alors par exemple la nourriture. Un pays qui achète sa nourriture à des pays pauvres, eh bien la main-d'œuvre dans les pays pauvres coûte beaucoup moins cher, du coup il peut acheter plus de nourriture, du coup plus de gens à manger dans son pays. Mais imaginons qu'une guerre ou que le pays en question vous mette des sanctions, alors vous n'êtes plus capable de lui acheter des microprocesseurs ou de la nourriture, et là c'est bien pire parce que du coup vous aurez quand même de la nourriture et des microprocesseurs, mais il y aura un risque bien plus associé à les importer, donc le prix explosera, inflation, et la qualité de vie des gens diminuera bien plus qu'elle ne l'aurait fait si vous aviez tout simplement eu votre propre industrie, quoique plus coûteuse. Donc, dans un monde instable, parfois on peut choisir justement la sécurité long terme au lieu de la profitabilité court terme. Et donc maintenant, si on regarde les intérêts, la Russie, par exemple, peut vouloir empêcher les autres pays d'accéder au pétrole. Donc même sans aller jusqu'à exploiter la réserve elle-même, la Russie pourrait essayer de justement légitimer sa possession de la zone pour empêcher les autres pays d'avoir cette réserve qui serait une alternative à la Russie dans le commerce international. La Chine, elle, par exemple, et le Japon sont des économies manufacturières, donc qui produisent énormément, mais qui n'ont pas de ressources énergétiques. Ils essayent absolument avec le charbon justement de se libérer de cet étau, mais ils sont complètement à la merci du Moyen-Orient, et le Moyen-Orient, c'est l'endroit du monde avec le plus de bases américaines, et les Américains sont totalement en domination. Sans parler du fait qu'il faudrait passer entre l'Inde et le Sri Lanka pour arriver jusqu'en Chine, que cette zone est très facilement bloquable, donc ce qui les met totalement à la merci de la puissance indienne. Sans parler après de Singapour, qui possède une base américaine et qui est un allié américain, ainsi que tous les pays d'Asie du Sud-Est qui sont profondément hostiles à la Chine. Ainsi, la Chine est un colosse au pied d'argile actuellement. Et donc, elle pourrait être absolument tentée d'essayer de
elle pourrait être tentée justement d'aller en Antarctique et de récupérer son propre pétrole. Cela lui coûterait une fortune, cela diminuerait la qualité de vie des gens, mais cela permettrait à Pékin une indépendance. Et justement, je pense qu'on a vu que les gouvernements russes, chinois, ils n'en ont pas grand-chose à faire de blesser leur population si cela peut leur permettre de rester au pouvoir. Et donc on peut raisonnablement penser que la Chine puisse, on peut raisonnablement penser que la Chine puisse être intéressée par cela. Ensuite, du côté des Américains, qui sont aussi des gros producteurs pétroliers, on retrouve à peu près la même idée. Quant à l'Europe, alors l'Europe, je pense que aujourd'hui, l'Europe est surreprésentée dans ces réclamations d'Antarctique. En effet, le Royaume-Uni et la France, à l'époque où le traité d'Antarctique qui donnait les parties d'Antarctique étaient bien plus puissants proportionnellement à l'échelle mondiale qu'ils ne le sont maintenant. Et il faut être honnête, ces pays européens n'ont ni la motivation, ils ont beaucoup de problèmes intérieurs, et ils n'ont pas la motivation, ils ont un accès plus facile aux pays, ils sont moins dépendants du pétrole que l'Asie et des routes majeures, ils ont moins peur de ne pas être indépendants des US. Donc on peut raisonnablement penser que ces pays européens vont peut-être disparaître, en tout cas du continent antarctique, c'est-à-dire c'est pas que leurs bases vont disparaître, mais c'est simplement que leurs exploitations par rapport à celles de la Chine ou de la Russie, si ces pays décident effectivement de se mettre en Antarctique, les Européens garderont une base scientifique comme ils l'ont toujours fait, et cela globalement fera d'eux une puissance quasiment négligeable dans la région. Et donc voilà. Alors, est-ce que ça va se passer? Pour l'instant, non. Pour l'instant, la réponse est très clairement non. Pourquoi? Parce que les challenges sont de plus en plus sont énormes. Enfin, il faudrait mettre des milliards et des milliards. Et que justement, les tensions dans le monde ne sont pas si graves que ça. En réalité, si vous regardez, la Russie arrive très bien à écouler son pétrole aux Indiens, aux Chinois. La Chine continue d'être un partenaire majeur, connecté aux US et à l'Europe. Et l'Europe continue effectivement de s'ouvrir. Donc on a quelques pays qui sont complètement isolés comme le Royaume-Uni ou la Russie. Mais globalement, on peut voir que ça ne vaut pas le coup encore. Mais imaginons, je ne sais pas, supposons que nous soyons vraiment dans un monde polarisé où on est quasiment, ou voire on sort d'une guerre majeure entre puissances, style guerre froide. Alors là, on pourrait voir effectivement des projets un peu faramineux se monter en Antarctique pour récolter ces minerais. Et donc voilà. Donc est-ce que je pense que vous devriez investir dans la colonisation antarctique tout de suite? Je ne pense pas, avant que les gouvernements fassent des déclarations, puis agissent sur ces déclarations, parce que les déclarations, ce n'est pas assez. On se rappelle par exemple de Poutine qui avait annoncé la colonisation du pôle Nord, en faisant justement en envoyant des gens à Vorkuta et dans les villes arctiques russes. Et finalement, guerre en Ukraine, il n'a pas l'argent ni les gens pour ça. Donc ce projet est tombé à l'eau. Donc il faut à la fois qu'un gouvernement mette l'argent et les mots sur la table, ce que pour l'instant aucun gouvernement n'a fait. Mais il faut voir que ça peut arriver. Et alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir un nouveau continent qui rentre dans les réseaux de ressources européennes? Eh bien ça, on l'a vu une fois, du coup, voire deux, avec l'Australie et l'Amérique. Et donc, l'arrivée de l'Amérique, qu'est-ce que ça a fait? Eh bien, il faut voir que ça a eu des effets plutôt positifs pour
les pays qui étaient déjà dans la maille de réseau international, voire très bénéfiques, donc l'Europe qui jusque-là n'avait pas grand-chose à offrir en retour aux puissances moyennes orientales et asiatiques, tout à coup avait une réserve d'or, d'argent inépuisable, puisqu'il pouvait faire venir des mines de Potosi, donc, qui se situe dans l'actuelle Bolivie, plus d'argent qu'il n'en avait jamais été produit dans l'histoire du monde, et qu'ils utilisaient et qu'ils utilisaient donc des nouveaux procédés pour produire encore plus d'argent. Et grâce à ça, ils inondaient les Philippines, qui ensuite commerçaient avec la Chine. Ils achetaient justement, les Portugais avaient créé une route qui contournait l'Afrique, mais qui aussi passait par les comptoirs ottomans pour aller jusqu'en Inde. Et donc, l'Europe est devenue un énorme consommateur. Et qui étaient les vendeurs? Donc les puissances asiatiques de l'Est qui produisaient, et les Indiens. Et donc là, on peut voir par exemple que c'était un âge d'or pour l'Inde, puisqu'on a l'empire moghol avec justement Shah Jahan qui va construire le Taj Mahal pour sa femme défunte. Et donc construire un monument comme ça juste parce que votre femme est morte, c'est en réalité c'est un signe de grande richesse, et ça vient justement de cette inclusion de l'Amérique par les Européens. Tandis que les, euh, les Ottomans, eux, par exemple, se sont aussi mis dans un âge d'or. Pourquoi? Parce que les Portugais se sont mis à commercer de plus en plus avec les autres pays, vu qu'ils avaient l'argent de commercer, et c'était parfois plus intéressant de passer par la mer Rouge et l'Empire ottoman que par l'Afrique, qui restait une zone risquée. Et donc, les Ottomans attaquaient les bateaux portugais et ramenaient justement beaucoup de richesses des Amériques et des Indes vers Constantinople/Istanbul, où on peut voir, par exemple, on peut voir aussi qu'ils vont construire la mosquée d'Erdin, tellement ils vont devenir riches. Cette mosquée d'Erdin, c'est une incroyable mosquée qui est, enfin, personne ne pensait que les musulmans seraient capables de construire une mosquée plus grande que la grande Sainte-Sophie, justement de Constantinople. Et pourtant, les musulmans, les musulmans du coup ottomans, ont construit cette mosquée magnifique. Pourquoi? Grâce à justement la nouvelle richesse qu'ils ont tirée, puisqu'ils avaient des nouveaux gens à piller, vu que les Portugais tout à coup étaient riches, et qu'ils avaient aussi des droits de douane, et que parfois les gens préféraient passer par l'Empire ottoman. Tandis qu'en Perse, on a le Shah Abbas Ier, du coup, qui va construire justement une mosquée. Du coup, le nom de la mosquée, dont je ne me rappelle pas forcément, c'est... Bref, je ne me rappelle plus le nom de la mosquée, mais il va construire une mosquée qui, pareil, va être un chef-d'œuvre pour l'époque. On va avoir justement une montée de la tolérance, puisque les Juifs seront autorisés à écrire leurs livres en écriture hébraïque, ce qui montre que la Perse à cette époque est globalement tolérante, très sûre d'elle-même, puisqu'elle construit des mosquées magnifiques et qu'on a une augmentation du pouvoir d'achat. Donc, on peut voir que globalement, pour le monde, ça a été... Alors attention, l'ancien monde. Le nouveau monde, bien, il y a eu des massacres, donc on peut voir les Mayas qui vont être décimés par la maladie au moment où les conquistadors se mettent à arriver. On peut voir que alors les Aztèques étaient un empire justement très sanguinaire qui mettait en esclavage la plupart des autres peuples, mais quand Hernán Cortés arrive
sur le continent, eh bien cela va tuer pas seulement les Aztèques, mais aussi les tribus qui vont s'allier à eux, puisqu'il va en amener des maladies, qui vont amener l'esclavage et des massacres. En effet, il faut voir que l'Amérique, l'entrée de l'Amérique, et en général l'entrée de tout continent dans la grande maille de réseau international, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Amérique ou l'Océanie avec les aborigènes, ou l'Afrique avec le Congo, souvent ça se fait avec un énorme coût sur le pays local. En effet, on a eu, alors à l'époque on n'a pas eu des impacts environnementaux trop forts, même s'il y en a eu, mais on a eu des impacts sur les populations locales, puisqu'en effet personne n'était là pour représenter leurs intérêts, et les grandes puissances sont venues se servir. Et donc, il ne faut pas être aveugle. Si on rentre effectivement dans un monde où les grandes puissances pensent qu'il est possible d'exploiter l'Antarctique, alors cela aura un impact environnemental énorme. On va voir la disparition d'espèces qu'on aime tous. On va avoir, on va avoir de la pollution à des endroits où l'on ne pensait pas que l'on ne pensait pas imaginable. Et globalement, même s'il n'y a pas d'humains, l'environnement local va énormément souffrir. Cela donc enrichira sûrement les populations des pays, que ce soit d'Afrique, d'Amérique du Sud, que ce soit d'Europe, d'Amérique du Nord ou du Japon, mais cela aura un coût et je pense qu'il ne faut pas le nier et donc voilà. Je pense que c'est intéressant d'y penser parce que ça a été effectivement un changement majeur que l'on a, qu'il est possible, qui est possible, voilà, mais voilà, il ne faut pas non plus penser que bientôt on aura tous des cow-boys et qu'on sera dans l'Antarctique comme au Far West avec notre ferme de pingouins. C'est un peu plus compliqué que ça. Et ça, en tout cas, si la colonisation de l'Antarctique se fait, ça sera avec des gros progrès techniques, ça se fera avec beaucoup d'argent, et ça se fera au moins sur le court terme par la perte de niveau de vie, et puis potentiellement une remontée du niveau de vie sur le long terme, mais des gros désastres écologiques aussi sur le long terme. Et donc voilà les causes de pourquoi l'Antarctique n'a pas été colonisée, de pourquoi certaines puissances pourraient considérer de la coloniser, et quels effets cela pourrait avoir en étudiant l'impact que l'intégration du continent américain à l'échange international a eu comme impact sur l'échange international. Voilà le sujet de l'Antarctique dans la démondialisation. Et donc, ça sera la première vidéo d'une série sur les effets justement de ce phénomène de démondialisation. J'aimerais bien analyser justement un livre que j'ai récemment lu sur les routes de la soie, qui remettent en question quasiment cette idée que le monde était démondialisé, qu'il s'est mondialisé, que tout d'un coup on arrive vers la fin. En réalité, le livre que je lis, en réalité, il montre que nous ne sommes pas forcément, nous n'avons jamais été démondialisés et que c'était un peu une illusion que nos livres d'histoire nous ont créé, surtout avec les manuels des États-nations, et que en réalité, le monde a toujours été interdépendant. Mais bon, je ne veux pas m'avancer sur ça parce que j'aimerais justement faire une vidéo là-dessus. Donc, sur ce, je vous laisse et à la prochaine.